decision. Your mind is the new battleground. Vous avez envie de vivre dans un monde où vous êtes filmé, scanné dans la rue, le commerce et le métro. Vous devez montrer un code QR pour entrer dans la ville ou scanner votre visage pour entrer au boulot. Et quand vous levez de votre chaise, une caméra va tracer le nombre de minutes où vous êtes parti ou compter le nombre de cafés que vous avez servi. Et puis le soir, vous rentrez chez vous puis vous scannez votre visage pour ouvrir la porte. Ouais. Ajoutez un bonus si vous postez un peu trop sur Twitter ou si vous traînez de près de manifs. Quand vous allez après dans un centre commercial ou un aéroport, que la police vous arrête pour vous poser quelques questions. Bah moi non, j'ai pas envie de vivre là-dedans, mais tout ça, ça arrivera avec la reconnaissance faciale. Bah ouais, quand Klaus Schwab parlait de transparence totale, que vous n'aurez plus de vie privée, c'était pas des blagues. On doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Ouais, après la fin du Covid, on a l'impression qu'on est tranquille, mais la guerre pour la vie privée est en cours actuellement, et ça se fera avec votre visage. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Ouais, il faut pas avoir peur. Bah justement, si ça vous fait pas peur, c'est peut-être que le plan est bien parti. Parce que votre visage nous appartient, c'est le titre d'un livre de Kashmir Hill, et on va voir ça aujourd'hui. Je vous ai pas montré le dernier deepfake, par exemple? Ah non, ben, il a coûté 25 millions de dollars, regardez ça. Ouais, c'est un employé qui a participé à un appel vidéo sur Zoom au travail, et tous ses collègues, en fait, étaient des deepfakes. Ouais, ça veut dire qu'il croyait parler à ses collègues et ils étaient tous faux, ouais. Si vous voulez les détails, en fait, les arnaqueurs ont récupéré le visage de chaque participant, ont généré un deepfake pour chacun, avec une fausse voix aussi. Ils sont basés sur des vidéos qui étaient disponibles publiquement. Et puis ils ont généré une mosaïque et la personne pensait être dans une vraie réunion normale, ouais. Donc s'ils ont pu faire ça, c'est qu'on peut faire ça avec n'importe qui. Ouais, on est arrivé à un point où la technologie nous imite tellement bien qu'on fait plus la différence entre un vrai humain et un programme qui vous imite. Les deepfakes sont pas sortis de n'importe où, hein, parce qu'ils sont basés sur la reconnaissance faciale aussi. Donc comment ça marche, la reconnaissance faciale? C'est un outil biométrique, un peu comme quand on lit les empreintes de vos doigts, le scan de votre iris. Mais le principe, donc, c'est qu'on capture une photo de votre visage, on mesure certains points, on appelle ça les points nodaux, et puis on va mesurer la distance entre ces points, la distance entre vos yeux, largeur du nez, largeur du visage, taille du front, etc. Et chaque programme peut utiliser plus de 80 points nodaux différents, et on les collecte, on les met dans une formule mathématique, et on convertit ça en une signature unique qui correspond à votre visage. On dit qu'on extrait votre signature biométrique. Et alors, on va comparer cette signature à une base de données. Soit on va par exemple vérifier que c'est vous en comparant votre visage avec une photo de vous, soit on va la comparer à plein de visages différents pour voir si vous correspondez à un criminel ou quelque chose d'autre. Ouais, et chaque algorithme a sa version personnelle, donc il y a plein de programmes qui existent qui font ça, et certains sont entraînés à reconnaître les visages de face, de côté. Tout ça est une question de précision, et vous pouvez faire des recherches plus précises, vous classez des gens dans une foule par couleur de cheveux, par genre, et même par race, on verra ça par la suite, ouais. C'est assez flippant, donc l'idée c'est... Le visage va servir à être un identifiant unique. The idea here is that the face is presumed to be a universally unique identifier. And there's nothing more that computers love, programmers love, and people run. Il n'y a rien que les ordinateurs et les programmeurs aiment plus que les identifiants uniques, comme dit Edward Snowden dans cet extrait. On peut vous identifier avec ça de manière unique, et tout comme votre téléphone, votre email ou un QR code. Ouais, c'est peut-être un peu de notre faute quand même parce qu'on ne s'est pas méfié. En reconnaissance faciale, au début, les chercheurs utilisaient des bases de données qui étaient disponibles officiellement ou récoltées par exemple dans les universités, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de bases de données qui sont constituées de manière un petit peu illégale, on va dire. Et c'est là où on était un petit peu en faute, on ne s'est pas méfié. Parce que quand vous regardez la progression d'Internet et de la culture, sur Internet à ses débuts, fin 90, on était plutôt anonyme, vous voyez, sur les forums et les chats. Ouais. Et vers début 2000, on a eu le début des appareils photo numériques qui sont arrivés en commerce de masse. Vous aviez aussi les caméras sur les téléphones portables. Et
On commençait à voir alors sur internet apparaître des sites de stockage de photos numériques parce que ça prend de la place, ouais, comme Flickr ou Picasa. On vous a encouragé à stocker votre photo en ligne. Ouais, et les réseaux sociaux sont arrivés dans le début 2000 et Facebook et Google ont réussi à convaincre à peu près tout le monde de mettre sa photo, son nom, son prénom en ligne, voilà. Bon, officiellement, on croyait que Big Tech allait connecter le monde entier, nous aider à retrouver nos amis et qu'on allait vivre dans un monde meilleur, vous voyez. Et ben, quand Facebook, du coup, a introduit cet outil de tagging, vous voyez, d'étiquetage de vos amis, on s'est pas méfié, on a commencé à taguer toute notre famille et nos amis. Et avec ça, ben, on a constitué une énorme base de données de gens avec leur visage. Pareil sur Instagram, pareil sur tous les autres réseaux sociaux. Et le souci, c'est que des gens un peu scrupuleux ont créé des systèmes assez flippants, ouais. Vous connaissez Google Image Search, donc c'est un site où vous postez une photo et il vous montre des photos similaires. Vous avez aussi un autre type de reconnaissance d'images, donc vous avez des sites comme Yandex, ça cherche pas des images similaires en termes de couleur ou de format, ça cherche des visages qui ressemblent à votre photo. Ouais, vous avez aussi le site findclone.ru. Ça, par exemple, sur VK, il y a des gens qui ont capturé le visage d'un homme pendant une vidéo avec des fans de football et des hooligans, et puis on retrouve la photo sur VK, on voit le même type là, avec le même t-shirt, ou bien avec un ami. Ça vous fait des belles perspectives, n'est-ce pas, de harcèlement. Notez que c'est assez surprenant. Avec ces outils-là, Google et Facebook ont développé des outils de reconnaissance faciale, mais ils ont renoncé à les utiliser. Ouais, Google, le même Google qui lit vos messages privés sur Gmail ou qui scannait toutes vos maisons et vos réseaux Wi-Fi aussi en passant avec Google Streetcar, ouais, ils n'ont pas osé faire de sites de reconnaissance faciale. Mais le souci, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui n'ont pas eu autant de scrupules. Vous avez Clearview et Face++, qui sont deux logiciels de reconnaissance faciale. Clearview a récupéré des millions et millions de photos de gens sur Facebook avec leur nom et a conçu son propre algorithme de reconnaissance faciale et maintenant leur programme est reconnu comme un des meilleurs. Et Clearview a été retiré de l'Apple Store, Facebook et Instagram et tous les autres ont écrit pour qu'ils arrêtent de récupérer leurs données, mais ils sont pas franchement allés plus loin parce que LinkedIn avait déjà perdu un procès contre un data scraper. Clearview a fait scandale quand le New York Times a sorti un article qui l'a exposé en 2020 et il y a eu plein de réactions et plein de procès. Mais bizarrement, toutes les discussions sont arrêtées parce que, devinez quoi, il y a eu le Covid. Si vous pensez ne pas être dedans parce que vous êtes plus sur Facebook depuis quelques années, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On retrouve des photos vieilles de 10 ans et plus, même des anciens criminels qui ont été retrouvés. On a reconnu leur tête décennies plus tard. D'ailleurs, BFM vient de sortir un reportage sur la reconnaissance faciale, ouais. Et c'est assez fort parce qu'ils font semblant de critiquer pour pouvoir mieux placer les avantages. BFM TV vous dit que Clearview est interdit en Europe, sauf qu'ils oublient bien de vous dire que même s'il y a des condamnations dans plusieurs pays, l'Italie, la France, la Grèce, c'est sur le papier. On ne sait pas s'ils ont vraiment payé ou s'ils ont fait des appels pour faire traîner les procès en longueur. Là, par exemple, en Angleterre, ils ont fait appel et l'amende a été annulée parce que Clearview a dit ne pas avoir de clients en Europe ni en Angleterre. En France, on a eu une condamnation de la CNIL de 20 millions, mais la question c'est comment est-ce qu'on va forcer une loi européenne contre une société aux US? Est-ce qu'ils vont vraiment payer? On ne sait pas. Parce que si vous regardez cet article-là, ça date que de 2021, la reconnaissance faciale est déjà utilisée dans 11 pays et plein d'autres étaient en cours. Le souci, c'est que techniquement, beaucoup de villes ont utilisé la reconnaissance faciale illégalement. Par exemple, ici en Suède, qui a été épinglé, qui a dû payer une amende, et maintenant que le gouvernement est en train de dire qu'ils veulent reprendre de la reconnaissance faciale, on peut avoir des doutes. Moi, je pose la question, peut-être que Clearview est encore utilisé en Europe? Parce que Clearview et Face++ sont utilisés par les forces de police aux USA. Voilà un exemple, la police à New Orleans qui fait de la reconnaissance faciale. NYPD l'a utilisé. Bien, vous avez la ville de Valenciennes ici qui fait de la surveillance automatisée. À Valenciennes, ça fait maintenant 3 ans que la ville est équipée grâce aux Chinois Huawei. Oui, grâce, car c'est un cadeau à 2 millions d'euros des caméras offertes à la ville. Ouais, depuis 2018, figurez-vous que Huawei leur ont filé gentiment
361 caméras et des logiciels de reconnaissance faciale et de voitures, ouais. Du coup, ils sont mis à filmer les voitures, les plaques d'immatriculation sans autorisation. La CNIL a jugé que c'était illégal. Oui, ils ont aussi à côté utilisé les caméras de la SNCF et les transports locaux pour faire de la reconnaissance de comportement, ouais. Tout ça, c'était en 2018, donc je vous laisse imaginer combien de villes en France font sûrement pareil aujourd'hui. Là, très bientôt en France, pendant les Jeux Olympiques, on a un sketch assez intéressant. Donc vous êtes au courant qu'ils vont mettre des codes QR pour avoir le droit de circuler dans la ville pendant plusieurs mois, ouais. Le retour du code QR du Covid, oui, c'est ça. Mais on va aussi avoir des caméras de surveillance. Bon, je vous explique parce que c'est un beau sketch de comment on nous a habitués. Au début, on nous disait « Oh, mais la loi JO va être très claire, elle permet juste la vidéosurveillance automatisée, mais seulement pour compter les gens, envoyer des alertes de sécurité ou des objets, pas de reconnaissance faciale, non, la loi est très claire. » La vidéosurveillance algorithmique, c'est autorisé en France depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça change exactement ? Notre société Wintix, elle fait de l'analyse vidéo, compter les vélos sur les pistes cyclables, mesurer l'affluence sur des quais de métro. Vous ne surveillez pas ? Non, on ne surveille pas. On produit des statistiques sur la disponibilité de places de stationnement. Notez donc le mot « on ne fait pas de surveillance ». Ouais, mais si, justement, vous faites de la surveillance. Ah, la novlangue de PFM, c'est insupportable. Alors, on va donner des exemples. Par exemple, vous pourrez alerter s'il y a trop de passagers sur un quai de métro. Vous pourrez identifier la présence d'armes à feu sur une vidéo ou des objets abandonnés qui traînent, par exemple, sur une voie. En revanche, vous ne pourrez pas, ce que vous sauriez faire, à mon avis, techniquement, identifier les gens avec leur visage. On ne fait pas reconnaissance faciale, on n'en fera pas. Et vous faites même pas de recherche dessus? Non. Ok. Et ça, c'est très clair. D'ailleurs, la loi JO interdit formellement l'usage de la reconnaissance faciale. Et puis, surprise, en juin 2023, le Sénat a voté une nouvelle loi pour l'expérimentation de reconnaissance faciale. Mais bon, comme c'est une loi séparée de la loi JO, donc les médias peuvent jouer sur la confusion, c'est plutôt bien joué, ouais. Me faites pas rire non plus avec l'Europe. Ouais, l'Europe qui avait fait une réglementation de l'IA et qui disait qu'ils allaient interdire la reconnaissance faciale. Oui, parce que quand vous entendez ça, vous dites « Ah super, ils ont fait quelque chose », sauf que quand vous regardez, en fait, ils autorisent la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre. Ce qui était le problème initial en plus. Donc, merci, ça sert à rien. Et vous savez quoi ? En fait, il y avait la même histoire pendant les Jeux Olympiques de Londres. Ouais, ils ont fait passer une loi qui s'appelle London Olympic Games Act. Donc ils ont aussi mis des caméras de surveillance qui lisaient les plaques de voitures. Ouais, et en Grèce, en 2004, en fait, pareil, vous avez une même histoire de caméras de surveillance et d'un super système de sécurité qui, au grand hasard, sont restés en utilisation après les Jeux. Ouais, parce que, je rappelle, les Jeux, ça dure 17 jours. Quand même. Oui, on fait les Paralympiques aussi, donc ça fait quoi, 12 jours? Donc il n'y a aucune justification de bloquer Paris pendant aussi longtemps, ça va s'étaler sur des mois, et d'imposer des codes QR pour circuler. Ouais, notez qu'ils voulaient aussi bloquer la circulation des piétons à l'époque, ils voulaient aussi mettre un code QR sur les piétons. Puis finalement non, puis finalement c'est bizarre, parce que je lisais cet article-là, de fin avril 2024, qui parle quand même certains périmètres où les piétons devraient montrer une autorisation, donc ma question c'est, est-ce que les Jeux Olympiques sont pas juste l'excuse pour installer la reconnaissance faciale généralisée, et puis c'est juste le moyen de transformer les villes en prisons sécuritaires, vous me direz. Ouais, bon, bien sûr, personne ne veut d'attaque terroriste, moi non plus, même si on dirait que le comité olympique fait vraiment beaucoup d'efforts pour perdre ou se faire voler leur ordinateur portable. Ouais, ils sont très forts pour ça, mais est-ce que quelqu'un a posé la question initiale de est-ce que la reconnaissance faciale empêche les attentats terroristes? Parce que j'ai pas l'impression, en fait. Tout ça va dans le sens de la surveillance et du contrôle de la population. C'est un rêve pour des pays autoritaires avec des dictateurs, mais on dirait que c'est un rêve pour des pays supposément démocratiques aussi. Ouais, parce que il y a des pays qui se privent pas. Là, regardez la Chine, par exemple. Eux, ils sont passés à la vitesse supérieure. Vous saviez sûrement que, ils utilisent la reconnaissance faciale, le crédit social, tout ça, vous connaissez. Mais aussi pour traquer des manifestants. Ouais, vous avez cet article ici du New York Times en 2022 qui explique que la Chine utilise la reconnaissance faciale et le positionnement de votre téléphone, oui, pour pouvoir vérifier s'ils étaient à une manif. Ouais, c'est ça. Vous avez plusieurs témoignages.
de gens en Chine donc qui disent que la police utilise les téléphones et les visages pour pouvoir viser les groupes de droits civils, les intimider, les arrêter. Tous ces outils de surveillance soi-disant contre les méchants terroristes sont utilisés contre des simples gens qui utilisaient leur droit le plus strict de manifester. Donc leur caméra utilise Face++, le logiciel chinois qui peut identifier les gens, mais qui peut aussi les classer par leur sexe, leur couleur de cheveux, leurs vêtements, plein d'autres détails comme ça. Un truc intéressant, c'est sur la région de Xinjiang, une région où il y a beaucoup d'Ouïghours qui habitent, ouais. Ils ont de la reconnaissance faciale dans les cinémas, les restaurants, les centres commerciaux, et ils font aussi de la reconnaissance de race, ou du moins ils disent avoir des logiciels qui peuvent reconnaître les peuples ouïghours, ouais. Ouais, exactement, parce que comme il y a eu des attentats faits par des séparatistes ouïghours, du coup, tous les membres de ce peuple sont automatiquement considérés comme des suspects, vous voyez. Ouais, c'est un document révélé par le Washington Post, là, qui parle d'un projet signé par Huawei et le logiciel Face++ en 2018 pour reconnaître des Ouïghours par reconnaissance faciale et envoyer une alerte ouïghour à la police. Donc quand vous dites que la technologie c'est le progrès, ben là c'est bon, vous avez un exemple parfait que certains outils n'ont aucune application positive, n'ont que des applications négatives, parce que bon, la classification ethnique, on est d'accord que c'est une mauvaise idée. Ils ont clairement associé race et le fait d'être un suspect, et c'est pas la première fois qu'on associe la tête de quelqu'un au fait d'être un criminel. Vous avez la phrénologie, vous savez, c'était cette pseudo-science basée sur l'idée que le caractère d'une personne et les capacités mentales étaient lus sur la forme de son crâne, ouais. Ouais, et il y avait aussi la physiognomie, qui veut dire la mesure d'un visage, qui disait pouvoir détecter le caractère de quelqu'un sur base des traits de son visage. Ouais, ça remonte à assez loin, oui, mais là on va s'intéresser à la période victorienne. Il y avait Francis Galton, c'était un statisticien et cousin de Charles Darwin, ouais, vous savez, celui qui était célèbre pour sa théorie de l'évolution. Il voulait appliquer l'idée d'évolution de Darwin, mais sur les humains. Et il cherchait alors des preuves que les caractéristiques mentales ou spirituelles des humains étaient héritées comme les traits physiques. Il est allé voir les peuples étrangers, il en a fait un bouquin un tout petit peu raciste et réducteur. Il avait aussi fait une échelle d'intelligence par race, vous voyez, l'époque victorienne, tout ça. Et il a posé la théorie que si vous étiez un criminel ou un intellectuel, vous étiez né comme ça. Si les enfants héritaient du physique de leurs parents, alors l'intelligence ou la criminalité passait aussi par les générations. Ouais, je sais, c'est une théorie carrément arbitraire, il s'est pas demandé si le caractère de quelqu'un viendrait pas de son environnement ou de son statut social. Et il avait eu l'idée de superposer des photos de criminels pour essayer de trouver des points communs, je sais pas si vous aviez un nez crochu ou les sourcils broussailleux par exemple. L'idée aussi qu'il avait, c'était que la société devait perpétuer les meilleurs traits, donc que les meilleurs hommes devaient se mettre avec les meilleures femmes, et aussi que les criminels devaient être isolés, qu'ils ne devaient pas avoir le droit de pouvoir se reproduire. Ouais, il a écrit ce bouquin, Génie héréditaire, et il a inventé le terme d'eugénisme, justement. Et ces idées ont été reprises par la suite par des gens pas très recommandables, comme les nazis. Ça y est, on a atteint le point Godwin de cette émission. Galton n'était pas le seul, à l'époque victorienne, qui voulait apporter la science pour étudier le corps humain. Ouais, il y avait aussi ce Français, Alphonse Bertillon, vers 1880, qui essayait d'identifier les criminels. Et lui, il faisait ça pour organiser des listes de la police, parce que à l'époque, elles étaient basées juste sur le nom, et c'était facile à l'époque pour les criminels de donner un faux nom. Donc Bertillon mesurait les prisonniers, la taille, les mains, la tête, la distance entre les yeux, etc. Et il avait vu que les mesures étaient fiables. Si vous preniez environ 11 mesures, on arrivait à prouver que chaque personne était unique. Ouais, et donc, il a proposé au chef de la police d'utiliser ces mesures-là pour faire une liste des criminels de la société. Et bon, il pensait qu'il était fou, mais finalement, ça a été testé et ça a été accepté. Ils ont pu reconnaître des récidivistes comme ça. Depuis, le système a été institué. Bon, maintenant, on a même les photos de mugshots. Vous voyez que vous connaissez, ouais. Francis Galton est venu voir son labo et il a eu l'idée d'améliorer ses techniques en utilisant les empreintes digitales. Ouais, vous voyez où je vais aller. Vous allez me dire, Momochi, pourquoi est-ce que tu nous racontes des vieilles histoires de l'époque victorienne? Ben, parce que ça montre l'obsession de l'époque. L'époque victorienne découvrait alors la statistique, les sciences des données, et c'était un signe, en fait, qu'on pensait qu'on pouvait tout mesurer, même la criminalité, grâce à la science. Ouais, vous voyez? Ouais, c'est complètement parallèle. Aujourd'hui, avec la reconnaissance faciale, on est carrément en train d'utiliser les outils de traçage de criminels, mais pas sur des
suspect pendant une enquête, on est en train de l'utiliser sur toute la population, a priori innocente. Vous voyez le changement? Ouais, donc avant, quand vous faisiez l'objet d'une enquête, ben vous acceptez que la police fasse une intrusion dans votre vie privée parce que c'est relativement rare et c'est temporaire, voilà. Ben ici, avec la reconnaissance faciale partout dans la rue, vous êtes constamment sous enquête. Members of the public been treated like walking ID cards subjected to an ongoing police lineup, that our identities have to be biometrically checked to make sure we're not criminals. That's a complete inversion of the traditional presumption of innocence that is so at the heart of British civil liberties. Vous voyez la petite nuance? Ouais, parce que le changement, c'est que on est en train de nous considérer collectivement tous comme des suspects. Il y a toujours cette idée de vouloir prédire qui est un criminel. Nous sommes constamment sous enquête avec ce genre de système-là. On ne sait pas quand est-ce que on est filmé, combien de fois, pourquoi, en fait, si c'est pour une raison particulière ou non. On n'a pas de recours contre ça. La question, c'est quelle est la limite? Prenez New York, là, par exemple. Amnesty International a fait une initiative avec 7000 volontaires et ils sont allés vérifier combien il y avait de caméras à chaque croisement de rue. Ils en ont trouvé 25 000. Ouais, ils en ont fait une carte. Ils en ont 25 000. Ouais, vous pouvez taper une adresse et voir sur la carte les caméras qui sont dans le quartier. Ouais, donc ils dénoncent le fait que la police fait un usage disproportionné de la reconnaissance faciale. Donc Amnesty dénonce le fait que c'est une violation des droits humains, qu'on ne sait pas où, ni comment, pourquoi on est scanné, et aussi que ça vise de manière disproportionnée les gens blacks ou à peau brune, parce qu'ils sont plus à risque d'une erreur de reconnaissance faciale. J'aurai quelques exemples à vous montrer après. Donc vous voulez arriver à combien exactement de caméras de reconnaissance faciale dans une ville? C'est plus un risque, c'est pas on pourrait arriver à, avouons officiellement, voilà, nous sommes dans une société de surveillance de masse et c'est incompatible avec un droit à la vie privée, à la liberté de circuler. Vous savez ce que c'est qu'une prison panoptique ou le panopticon? Ouais, c'est une idée de Jeremy Bentham, bon, qui a emprunté l'idée à son frère Samuel, mais l'idée c'est que c'est une prison mais où la surveillance est inversée. Ouais, donc au lieu de mettre une prison avec des prisonniers entourés de gardes, vous inversez le concept, vous mettez les gardes au milieu et au centre de tous les prisonniers pour pouvoir les observer à 360 degrés. Et j'arrive pas à me sortir de la tête que si on installe partout autour de nous ces caméras de surveillance qui sont en train de recouvrir des centaines de mètres et qui se croisent, on est en train de fabriquer un panopticon version 2.0. Donc par définition, qu'on nous traite comme des criminels en puissance. Donc vous m'expliquerez en quoi c'est un progrès exactement. Et me dites pas que c'est juste contre le terrorisme, parce que quand vous regardez les publicités de vendeurs de systèmes de surveillance algorithmique, ou de reconnaissance faciale, ils se cachent pas pour dire que c'est clairement pour identifier soit des voitures mal garées, des incivilités ou des suspects. Donc c'est en train de devenir un système de contrôle de la petite population pour des amendes minimes, quoi. Donc, concrètement, ça envoie aussi le message que toute la population mérite de ne plus avoir de vie privée et qu'elle doit pouvoir être surveillée partout. Donc on nous impose de facto cette transparence que personne n'a demandé, que personne n'a réclamé. Donc dans quel endroit exactement est-ce qu'on utilise la reconnaissance faciale? On va faire un petit tour d'horizon. Ouais, on commencera toujours par l'excuse de la sécurité ou du terrorisme. Donc le lieu classique, c'est les aéroports dans pas mal de villes. Vous avez notamment le scan de reconnaissance faciale pour détecter les criminels, mais on essaye aussi de vous faire accepter la reconnaissance faciale à la place de votre billet. Ouais, vous avez vu ça? Comme ça, vous pouvez passer les portiques sans devoir sortir le billet de votre poche, c'est quand même pratique. Mais c'est complètement de l'habituation de la population, ouais. Là, en Angleterre, on a vu qu'ils ont secrètement utilisé les passeports pour faire de la reconnaissance faciale, mais qui va se plaindre? De toute façon, apparemment c'est illégal, mais ils le font quand même. Donc comme dans les aéroports ça passe crème, alors pourquoi pas commencer à faire des scans de votre tête dans d'autres endroits? Oui, oui, pourquoi pas scanner tout le monde à un concert par exemple? Ouais, c'est pratique, il y a plein de gens rassemblés en un endroit, là. Exemple ici, Beyoncé au Royaume-Uni. Ouais, mais ça concerne plein d'autres artistes aussi, et les policiers disent que c'est en train de devenir normal depuis 2-3 ans maintenant, vous voyez. Et en France aussi, on a la même chose pendant ce concert-là, ils ont testé des caméras centrées sur reconnaître les comportements suspects. Ouais, vous avez la même chose dans les stades, les stades par exemple qui font de la reconnaissance faciale en Australie, et là on a un autre exemple en Russie, le métro de Moscou, vous pouvez acheter votre ticket avec votre visage. Ouais, ça s'appelle FacePay.
Les autorités disent que ça va réduire les fils. Ah, ouais. Et votre visage est lié à un compte bancaire. J'ai fait pas mal de posts sur ça, que Mastercard et les cartes de crédit ont beaucoup investigué sur les solutions de paiement bancaire avec votre visage. C'est complètement idiot, parce que c'est absolument pas sécurisé. Il y a plein de gens qui sont amusés à hacker ce genre de système-là. Et donc au mieux, le visage de quelqu'un, ça pourrait être un login, mais ça peut certainement pas être un mot de passe, parce que c'est pas secret par définition. Vous trouvez la photo de n'importe qui sur son Facebook. Bref, on est en train de vous vendre ça comme un truc sympa, vous montrez votre tête et vous faites votre virement. Ma question, c'est si vous n'en voulez pas, combien de temps est-ce que vous pourrez utiliser une banque? En France, vous savez qu'il y a un nouveau projet de loi qui va être bientôt voté sur l'installation de reconnaissance faciale dans les transports en commun? Ouais, exactement. Vous avez déjà la SNCF qui est en train de faire des tests actuellement, ouais. Et la Quadrature du Net qui a porté plainte contre la SNCF, qui a lancé une campagne d'information sur la reconnaissance faciale et on les remercie. Donc, et je me demande, c'est jusqu'où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va mettre une caméra de reconnaissance faciale dans chaque rue, dans toutes les villes? C'est comme les objets connectés, j'en avais parlé dans l'émission de Internet of Things. C'est la même progression. On envahit l'espace public et puis on envahit les commerces, le travail et puis on va se rapprocher de plus en plus de l'intimité des personnes. Là, l'excuse, ce sera encore une fois pour votre sécurité, mais on commence à voir des caméras de reconnaissance faciale dans les magasins. Par exemple, vous avez le grand magasin Macy's aux États-Unis qui annonce faire de la reconnaissance faciale non seulement contre les voleurs, mais, et il s'en cache pas, aussi pour observer les habitudes des clients. Donc a priori, vous me direz, ouais, ça dérange pas, sauf qu'il y a eu un monsieur qui a été mis en prison pour un cambriolage par erreur, justement parce que le magasin Macy's avait scanné son visage et que son visage est sorti lors d'un check de la police d'une enquête sur un cambriolage. Vous savez sûrement que voilà, les algorithmes de reconnaissance faciale sont plutôt entraînés sur des visages blancs et ils sont assez mauvais pour connaître des visages à peau plus sombre. Using cutting-edge facial recognition technology, police quickly arrested Niger Parks, a 31-year-old Patterson resident. The only problem? Niger Parks was innocent. How many years are you facing? The last time I went to court, they gave me an 8 with an 85 offer, which is like 6 years. 6 years for a crime you didn't commit? Yes. On a eu plusieurs cas d'arrestation erronée parce qu'à chaque fois, on a mal identifié un visage. Si les policiers laissent l'IA faire la décision pour eux, s'ils abandonnent la recherche d'autres preuves, le fait de croiser d'autres éléments, ils risquent de mettre leur esprit critique de côté, de devenir paresseux. Le souci, c'est que les outils de reconnaissance faciale sont des outils probabilistes. Donc vous avez une 80%, 90% de chances que la photo corresponde. Donc à partir du moment où les ordinateurs utilisent des outils de probabilité, ils peuvent se tromper aussi. En 2017, il y a un activiste qui s'intéressait à la reconnaissance faciale. Il a fait un test très drôle. Il a pris Amazon Recognition, c'est un algorithme de reconnaissance faciale, mais à qui vous devez fournir les bases de données de photos. Il lui a donné 25 000 photos de criminels, puis après 535 membres du Congrès, puis il lui a demandé d'essayer de trouver des correspondances. Et quand on réglait le programme à 80% de précision, vous savez combien ils ont trouvé? Ils ont trouvé 28 membres du Congrès qui correspondaient à la reconnaissance faciale à la liste des délinquants ou des criminels. La précision de ces outils est clairement discutable. Et même si cette technologie était parfaite, est-ce qu'on devrait l'utiliser éthiquement et jusqu'où? L'autre aspect de reconnaissance faciale, c'est aussi au travail. Vous avez ici une entreprise qui explique comment implémenter une pointeuse à base de reconnaissance faciale. Ben ouais, au lieu de donner un badge à vos employés, traitez-les comme des délinquants. Vous avez aussi ce système chez Uber. Là, ils le vendent plus comme une sécurité. Pour pouvoir se connecter comme chauffeur, une caméra détecte si c'est bien vous. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici qui a fait un procès contre Uber parce qu'il était constamment non reconnu par le système de reconnaissance faciale. Mais encore une fois, c'était un visage black et le système ne fonctionne pas bien. Ouais. Et ma question, c'est pourquoi vous n'utilisez pas un mot de passe Uber? Ça marche très bien aussi, hein. Et vous avez même des interviews d'embauche, vous avez une intelligence artificielle qui vous interroge, qui juge même vos émotions et vos expressions pour pouvoir évaluer votre score d'employabilité, ouais. Mais bon, c'est encore une fois cette obsession que la science peut tout mesurer. Dans toutes ces applications, il y a cette idée qu'il ne faut pas faire confiance à vos employés, qu'il ne faut pas faire confiance aux utilisateurs. Il faut créer une société de méfiance pour pouvoir faire accepter les outils technologiques de surveillance, vous voyez. Et
Pour ça, vous devez casser les bases de la société, parce que la société était basée sur un minimum de confiance, et remplacer cette confiance par une vérification algorithmique. Et c'est exactement ce qu'on a vu aussi pendant le Covid. On nous a tous poussés à travailler à distance, à utiliser des caméras. Ouais, c'est une sorte de stratégie du choc de Naomi Klein. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller lire son livre. Ouais. Vous vous rappeliez à l'école quand vous aviez un test ou un examen et quand le prof marchait dans la classe et puis il venait regarder pour voir ce que vous écriviez, ouais. Ben voilà, pour certains élèves, c'est tout le temps maintenant. Ouais, maintenant, il y a des écoles qui organisent des tests pendant l'examen. Ils sont filmés constamment et on détecte s'il y a un comportement qui est suspect pour deviner s'ils trichent ou non. Il y a aussi la reconnaissance d'émotions, c'est-à-dire des outils qui observent si un écolier est attentif ou non pendant la leçon. Et pour moi, ça rejoint cette pseudo-science de la physiognomie, vous voyez, de lire le visage, essayer de détecter le caractère. On est juste le niveau d'après, on pense qu'on peut détecter les émotions de quelqu'un. Il y a cet article-là qui disait que l'IA peut lire les émotions, mais est-ce qu'elle devrait? Encore une fois, c'est une question éthique. Est-ce que quelqu'un va nous inventer la section du pre-crime, vous voyez, dans Minority Report? Ouais, la prédiction de vos émotions, prédire que vous allez commettre un crime, et vous arrêter préventivement. Ouais, bah écoutez, c'est pas si délirant que ça. Il y a déjà des systèmes qui essaient d'identifier des gens potentiellement perturbateurs qui ne réagissent pas comme ils le devraient. Mais c'est pas fini, il y a encore plein d'autres perspectives sympas de reconnaissance faciale. Ouais, vous avez le système Face++ là, pour pouvoir ouvrir la porte de chez vous avec votre tête. Ah, c'est pratique, comme ça vous n'avez pas besoin de clé. Ouais, super, non? Ma question c'est... Bien sûr, vous n'en voulez pas, moi j'en veux pas, mais que se passera-t-il le jour où votre propriétaire ou votre syndic décide d'installer des systèmes comme ça? Est-ce que vous aurez un mot à dire encore? C'est ça. Quand vous faites vos courses dans les magasins, on voit souvent des systèmes de caisse automatisés et parfois sur les tablettes, on vous propose des systèmes de paiement par visage. C'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi. Il y avait un truc qui était amusant, ça m'avait fait beaucoup rire, c'est que Amazon avait fait des boutiques qui s'appelaient Just Walk Out. Et quand vous entriez, vous avez des caméras de reconnaissance faciale partout qui mesuraient ce que vous preniez comme objet, si vous preniez, je sais pas, un yaourt que vous mettiez dans votre panier ou que vous le reposiez. Ouais, et ça disait que vous pouviez juste prendre ce que vous voulez et sortir et vous aviez une facture après. Ouais, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'Amazon a arrêté ces magasins-là parce que leur système marchait pas encore super bien et ils utilisaient une équipe de 1000 Indiens qui regardaient les vidéos pour pouvoir vérifier que la liste de courses avait été calculée correctement, ouais. On appelle ça du AI washing. Ouais, ça veut dire qu'on dit que notre truc fonctionne à l'IA parce que l'IA c'est cool et on veut être tendance, mais finalement on utilise des bons vieux systèmes avec des humains derrière pour faire marcher le truc. Maintenant, ça va être plus sympa, on va voir quand on vous fait de la reconnaissance faciale sans vous le dire. Là, par exemple, vous avez cette machine de vente de snacks qui révèle en fait un logiciel de reconnaissance faciale. Ouais, c'est assez marrant comme histoire. C'est un distributeur de bonbons qui avait l'air tout à fait normal, des M&M's, quelqu'un voulait en acheter, et la machine a bugué, et il y a eu un message d'erreur. Regardez bien, ouais, si vous zoomez, ça dit erreur dans facial recognition, quelque chose. Ouais, vous lisez bien, ça veut dire que le distributeur de bonbons faisait de la reconnaissance faciale cachée sur tous les étudiants de l'école. Et bon, il a posté la photo sur Reddit et l'école a retiré 29 machines de vente. Le distributeur s'est vaguement défendu en disant que non, stockez pas les images, mais si eux font ça, dites-moi, combien d'autres équipements font de la reconnaissance faciale? Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve qu'on nous emmène vers une dystopie, une société de surveillance? On est peut-être déjà dedans finalement. Mais on parle beaucoup de 1984, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le meilleur des mondes, ouais, de Aldous Huxley. Parce que tous les articles de presse vous disent que la reconnaissance faciale, c'est super. Tous les médias ne font que nous influencer. Vous avez la même chose dans la pop culture aussi. Dans les films, vous avez quantité d'extraits de films où on arrive à retrouver quelqu'un disparu en utilisant les sites de reconnaissance faciale. Donc, on nous vend ça comme le dernier gadget cool. Tout ça, c'est simplement de l'influence pour que nous acceptions ces technologies. Mike Pence expliquait qu'à l'origine, Internet était un outil, une arme qui allait servir à renverser des gouvernements.
justement, Internet était un très bon moyen pour se regrouper et contester ensemble. Et d'ailleurs, on a vu un bon exemple avec le printemps arabe. Nous, pendant ce temps, on était innocents, on pensait que Internet allait tous nous connecter, nous libérer, faire tomber les frontières, mais il faut pas ignorer le fait que Internet était un développement initialement militaire, ouais. Mais depuis les mouvements de contestation du style Occupy Wall Street, il fallait contenir cette contestation-là. Ouais, donc non seulement vous avez déjà des lois qui permettent d'espionner les communications en ligne, etc., je pense qu'on arrivera à l'identité numérique qui, à terme, sera liée à votre signature biométrique et vous aurez le système parfait pour sanctionner, intimider n'importe qui. Donc le risque avec la reconnaissance faciale, c'est qu'on perd notre capacité de se déplacer en public tout en restant anonyme. Et est-ce que c'est vraiment un monde où vous avez envie de vivre? Vous pourriez avoir des magasins qui pourraient vous refuser l'entrée de leur boutique. Ouais, ne riez pas, mais c'est déjà le cas avec les casinos. En fait, certains ont une liste de milliers de personnes qui sont interdites d'entrer. Je vous avais posté l'histoire d'une femme qui allait faire ses courses dans un magasin. La reconnaissance faciale l'a reconnue par erreur et un employé qui est venu la voir qui lui a dit qu'elle était interdite d'entrer dans ce magasin à vie. Ouais. Vous avez un autre exemple ici, une salle de concert à Madison Square Garden qui a décidé d'interdire l'entrée de ses concerts à des milliers de gens, des avocats, parce que l'entreprise où ils travaillaient avait des procès en cours contre eux. Ils ont été reconnus par la reconnaissance faciale et en arrivant pour un concert, la sécurité les a pris, les a mis de côté et leur a expliqué qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans la salle. Voilà, je vous mets un petit extrait là, si vous pensez que la reconnaissance faciale c'est juste pour les terroristes. Le monsieur s'est caché le visage en passant devant la caméra de reconnaissance faciale. Il a mis une amende de 100 pounds pour trouble à l'ordre public. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va pas arriver chez nous ? Comment on voit la suite ? Clearview travaille avec des lunettes connectées. Donc les gens pourraient vous prendre en photo ou voir en temps réel votre nom quand ils vous croisent dans la rue. Ça va être sympa le futur. Il y a des trucs fun aussi avec la reconnaissance faciale utilisée par les militaires. Un projet de reconnaissance par drone de visage de combattants ennemis. Ouais. J'ai vu passer des projets de reconnaissance faciale aussi de nuit en infrarouge. Et on veut que ça fonctionne entre 10 et 500 mètres et il faut que ce soit portable par un individu. Ouais. Le plus grand problème, c'est que les gens supposent que la reconnaissance faciale, c'est nécessaire et c'est inévitable. C'est une sorte d'impuissance apprise. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres gens, comme moi, qui n'aiment pas non plus cette société de surveillance panoptique. Il y a des moyens de résister. Vous avez ces pulls qui déforment les mesures des caméras de surveillance. Par exemple, là, ça vous fait reconnaître comme une girafe. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ou il y a des gens qui ont développé des lunettes spéciales qui faussent la reconnaissance du visage en cachant vos yeux ou qui mettent de la lumière, par exemple. L'orientation des verres qui est penchée vers le haut, ce qui cause un problème dans les algorithmes de reconnaissance. Et il y a une autre technique aussi qui est assez sympa. Il y a des gens qui ont trouvé des maquillages sur votre visage pour pouvoir faire échouer la reconnaissance faciale. Ou bien simplement le bon vieux masque imprimé en 3D, pourquoi pas ? Est-ce qu'on va tous se promener avec des masques à la fin ? Je ne sais pas, ça va faire un peu mission impossible. Bon, why not, hein ? Est-ce qu'il faut interdire la reconnaissance faciale ? Plusieurs villes l'ont fait. Vous avez San Francisco qui avait banni en 2019 l'Illinois, qui l'a fait aussi. Donc c'est une vraie question, mais j'entends pas grand monde sur le sujet. Le droit à la vie privée est jamais vraiment défendu ces dernières années. Si les membres du Parlement britannique ne sont même pas au courant de la technologie de la reconnaissance faciale. En France, c'est pire. J'ai l'impression qu'ils sont super enthousiastes pour nous mettre plein de projets de reconnaissance faciale. La phrase qu'on entend toujours sur les outils de surveillance, c'est « ça ne pose pas problème si vous avez rien à cacher ». Ouais, la meilleure réponse à ça, je pense que c'est Snowden. Ça ne pose pas problème si vous avez rien à dire, justement. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est d'informer les gens autour de nous. La prison de surveillance panoptique est en construction. Donc, est-ce qu'on va les laisser la terminer ? C'est ma question pour vous. D'ailleurs, si vous voulez rire, la photo de cette émission, c'était une photo de profil que j'avais mise sur Twitter pour tester la reconnaissance faciale. Mon compte se faisait bannir tous les 15 jours. Mon dernier, j'avais une photo de chat et à un moment, j'ai mis une photo avec ma tête. Et le compte a été suspendu le jour même. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a de la reconnaissance faciale. Du coup, j'ai fait une photo où je cachais un peu mon visage comme ça. Et... Du coup, il y a la team complotiste, ultra symboliste. Nous n'avons pas de sens de l'humour et nous prenons tout très au sérieux qui m'est tombé dessus en disant « Ah ah, tu es une opposition contrôlée parce que tu as cette photo où tu caches ton œil, donc tu es une Illuminati, bien sûr. » Ouais, ça m'a fait beaucoup rire.